Alors, comment est-ce que le dollar américain est devenu, le roi du monde financier? C'est une grosse question. Et peut-être, encore plus important, est-ce que son règne tire à sa fin? C'est l'histoire qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. OK, commençons avec un chiffre et, attention, 39 000 milliards de dollars. C'est difficile même à imaginer, hein? Pour avoir une idée, là, c'est plus que l'économie de la Chine, du Japon et de l'Allemagne combinée. On parle d'une dette absolument colossale, une dette qui pèse sur le monde entier. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment ça tient tout ça? Comment un système qui repose sur autant de dettes peut-il encore exister? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur qui détient vraiment le pouvoir dans le monde? Pour trouver des réponses, il faut faire un petit retour en arrière, à un moment où, justement, le dollar était vraiment sur le bord du précipice. Première partie, le dollar en crise. On plonge directement dans le vif du sujet. Imaginez, on est au début des années 70. Pour les États-Unis, c'est une période disons, d'extrême vulnérabilité. OK, donc, depuis 1944, après la guerre, le système était simple, c'était Bretton Woods. Le dollar américain était lié à l'or, c'était solide, c'était la base de tout. Mais arrive 1971. La guerre du Vietnam coûte une fortune, le déficit commercial explose et le président Nixon y prend une décision qui va secouer la planète finance. Pouf! Il annonce que le dollar n'est plus convertible en or. C'est la fin du jeu, la fin d'une ère et le début d'une crise monumentale. Et ce tableau-là, il montre bien le choc. Avant 71, on avait un dollar qui était en quelque sorte aussi bon que de l'or, soutenu par la puissance industrielle américaine. Et après, on se retrouve avec un dollar qui flotte tout seul, une monnaie fiduciaire sans rien derrière. Son statut de roi de la montagne était, pour la toute première fois, sérieusement menacé. Deuxième partie, le pacte du pétrodollar. OK, le système est en chute libre, tout le monde panique, mais à Washington, en coulisses, on prépare un coup de génie, une manœuvre stratégique et très secrète qui va complètement changer les règles du jeu pour les 50 prochaines années. Et ça se passe en 1974. Le secrétaire au Trésor américain de l'époque, William Simon, s'envole pour l'Arabie saoudite. Mais c'est une mission secrète. Son but? Conclure un accord qui allait littéralement réécrire l'histoire de la finance. Alors, le dire, il était d'une simplicité presque désarmante. D'un côté, l'Arabie saoudite s'engage à vendre son pétrole et à convaincre l'OPEP de faire pareil uniquement en dollars américains. En échange, les États-Unis leur garantissent une protection militaire. Et la cerise sur le gâteau, l'argent du pétrole, les surplus, seraient réinvestis, où ça? Dans des bons du Trésor américain finançant la dette des États-Unis. Et voilà, le système du pétrodollar est énigme. Et comme le dit si bien l'analyste David Gibbs, ça a essentiellement donné une deuxième vie à l'hégémonie économique américaine. Pensez-y, le dollar n'était plus basé sur l'or. Il était maintenant basé sur le pétrole et sur la promesse de la puissance militaire américaine pour le protéger. Le dollar était sauvé. Troisième partie, une arme financière mondiale. Ce pacte n'a pas juste sauvé le dollar, il l'a rendu plus puissant que jamais. Et bien sûr, quand on a autant de pouvoir, la tentation de l'utiliser comme une arme est assez forte. L'économiste Jeffrey Sachs y appelle ça « la guerre par des moyens économiques ». C'est une bonne image. Imaginez que les États-Unis contrôlent toute la plomberie financière du monde. S'ils n'aiment pas un pays, ils peuvent juste tourner de robinet et lui couper l'accès à l'argent. C'est une façon de l'asphyxier économiquement parlant, sans avoir à tirer une seule balle. Ce contrôle, c'est ce que les Français ont un jour appelé le privilège exorbitant. Et c'est exactement ça. Pensez-y, là, le pays peut imprimer de l'argent pas mal à l'infini pour payer ses dettes, parce qu'il sait que tout le reste de la planète est obligé d'utiliser cet argent pour acheter du pétrole ou faire du commerce. C'est ça, le vrai pouvoir. Mais ce pouvoir a un coût humain, et il est terrible. Une étude dans la très sérieuse revue médicale The Lancet, que David Gibbs cite, a estimé que les sanctions économiques américaines seraient liées, en moyenne, à la mort de 500 000 personnes par année. C'est un chiffre qui donne froid dans le dos. C'est un peu ça le prix à payer pour la domination du dollar. Et même aux États-Unis, ce système a eu des conséquences, disons, inattendues. Pendant que le secteur financier de Wall Street devenait incroyablement riche, l'économie réelle, celle des usines, elle, se vidait. Le pays a arrêté de produire des choses pour se mettre à spéculer sur des choses. Résultat, une économie qui ressemble de plus en plus, comme le dit l'expression, à un château de cartes. Super impressionnant, mais très, très fragile. Quatrième partie, le début de la fin. Parce que, c'est bien connu, quand on utilise une arme un peu trop souvent, on force les autres à trouver un moyen de se défendre.
Et la défense, elle commence par regarder la fondation du système, la dette américaine. Regardez juste la croissance depuis 2008. Elle a plus que quadruplé. C'est une courbe qui monte, qui monte, qui monte. Et ça nous amène à une question assez simple finalement. Combien de temps est-ce que ça peut durer ça? Certains experts, comme Peter Schiff, sonnent l'alarme. Ils disent attention, la prochaine crise ne ressemblera pas à celle de 2008. Ce n'est plus juste une question de banque ou d'immobilier, non. Cette fois, c'est le dollar lui-même qui est au centre du problème. C'est sa crédibilité et la crédibilité de la dette américaine qui est sur la sellette. Cinquième et dernière partie, vers un monde multipolaire. Toute cette fragilité, plus l'utilisation à répétition des sanctions comme arme, ça crée une sorte de réaction en chaîne à travers le monde. Et cette réaction, elle a un nom, la dédollarisation. Partout sur la planète, des pays se disent « OK, on ne peut plus dépendre juste du dollar ». Alors, ils créent leur propre système de paiement, ils commencent à faire du commerce entre eux avec leur propre monnaie. Bref, ils essaient activement de se débrancher de la matrice américaine. Ce qu'on est en train de voir, c'est un changement fondamental. On passe d'un monde unipolaire où tout tournait autour des États-Unis à un monde multipolaire, un monde avec plusieurs centres de pouvoir. On pense bien sûr aux pays des BRICS qui ne se contentent pas de critiquer le système, ils construisent activement une alternative avec leur propre institution financière. Il y a une phrase qui résume ça parfaitement. Chaque nouvelle sanction, chaque fois que des réserves d'un pays sont gelées, c'est comme une publicité gratuite pour la dédollarisation. C'est logique, non? Plus les États-Unis utilisent le dollar comme une arme, plus ils donnent de raison au reste du monde de s'en passer. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'empire du dollar? L'histoire nous apprend une chose. Tous les empires, sans exception, finissent par décliner. Alors la question, ce n'est peut-être pas de savoir si le règne du dollar va se terminer, mais plutôt de savoir quand. Et, encore plus important, qu'est-ce qui va bien pouvoir le remplacer?